Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui est membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 18 ans. Détentrice d'un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal, c'est avec une approche intégrative selon les besoins et la personnalité de ses clients qu'elle pratique. Sur une période de 11 ans, elle a travaillé en pédopsychiatrie et en santé mentale jeunesse, ainsi qu'en évaluation psychologique des enfants et des adolescents, et avec aussi la thérapie par le jeu. Formée aussi en psychothérapie selon la psychologie positive et en thérapie d'acceptation et d'engagement ATC, elle nous dira ce que c'est. C'est sur le sujet de la charge mentale que mon invité a décidé de développer son expertise. Dans les dernières années, mon invité a accompagné plusieurs femmes, mères et conjointes qui essaient tant bien que mal de concilier leur travail et leur famille, en plus des tâches domestiques quotidiennes. Il n'en fallait pas plus pour qu'elles se spécialisent dans la charge mentale afin de leur venir davantage en aide. C'est en créant le groupe Facebook « Alléger votre charge mentale » qu'elle permet ainsi à plusieurs femmes de bénéficier de ces astuces et stratégies tout en partageant différentes réflexions. C'est donc une rencontre chargée en informations que j'amorce avec grand plaisir en compagnie de Christine Pagé. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour, Mme Pagé. Oui, bonjour, Claudine. Oui, toute une présentation qui fait un petit survol de votre parcours parce que on va parler justement de ce que c'est que l'ATC. Vous allez me parler de la charge mentale parce que vous en avez fait quand même développer une certaine expertise. Oui. On en parle de plus en plus. Mais on va parler un petit peu de vous. Vous êtes une fille originaire. Est-ce que vous êtes originaire de la grande ville de Montréal? Est-ce que vous êtes née plus de la région? Je suis née à Montréal, mais rapidement, là, vers l'âge de 3 ans, mes parents sont allés sur la Rive-Nord à Mascouche, en fait, puis moi, je suis à Terrebonne depuis la fin de mes études à peu près. Donc, je suis venue étudier ici à l'UQAM, baccalauréat, doctorat, puis ensuite, je suis retournée dans ma région qui est tout près. Hein, oui, c'est tout près. Nos studios sont à Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené vers la psychologie, en fait? Tout d'abord, la psychologie, parce qu'après ça, il y a eu la psychologie au niveau des enfants, des adolescents, en milieu scolaire aussi. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers la psychologie? Bien, depuis que j'ai 12 ans, je disais que j'allais devenir psychologue. Pourtant, j'en connaissais pas. Je n'avais jamais rencontré ma famille non plus. J'en avais, par contre, dans ma parenté ou qui étudie en psychologie. Mais c'est probablement soit dans une lecture ou à la télévision, je ne sais pas, que j'ai vu. Puis c'est sûr, le désir de comprendre l'être humain, hein, évidemment, et de l'aider, de les accompagner vers le changement. Donc, c'est vraiment comprendre beaucoup, hein, comprendre les relations. Un peu plus tard, en vieillissant, comprendre les relations amoureuses aussi. Quand on est adolescente. Pour s'auto-servir jeune aussi. Femme, exactement. Mieux comprendre les hommes, mais comprendre l'être humain en général, puis être capable de l'aider, puis mais comprendre aussi pourquoi telle personne va avoir tel comportement dans une situation, puis dans la même situation à peu près, une personne va avoir un comportement complètement différent. J'avais envie de comprendre tout ça. De démystifier tout ça. Ça. Et après ça, donc, c'est assez vite que vous vous êtes dirigé vers les enfants, les adolescents dans votre carrière? C'est tout ça est-ce que c'est arrivé assez rapidement? Rendu au doctorat, je dirais, on commence par faire des cours, après il y a des premiers stages, mais quand on doit choisir notre stage plus d'internat, là, soit en milieu hospitalier, milieu scolaire et tout, là j'hésitais entre psychiatrie, pédopsychiatrie, puis finalement, j'ai choisi de faire mes stages à l'hôpital Sainte-Justine en pédopsychiatrie, donc vraiment avec les enfants et les adolescents. Puis ensuite, j'ai travaillé un peu aussi à l'hôpital Sainte-Justine, ensuite en santé mentale jeunesse en CLSC là, à Saint-Eustache. Puis finalement, j'ai eu ma fille, j'ai eu un bébé, puis j'ai voulu me rapprocher un peu. Là, j'habitais toujours à Terrebonne. Et en fait, l'offre d'emploi est venue par la poste par elle-même. Je cherchais des psychologues scolaires, donc dans une école tout près de chez moi. C'est que ça faisait mon affaire en étant devenue nouvelle maman de me rapprocher. Puis on organise nos charges mentales. C'est ça, exactement, terminer plus tôt, parce qu'en scolaire, bien évidemment, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de fin de semaine, hein, donc c'est 2 jours, fait que c'était parfait à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai été 11 ans en milieu scolaire, puis j'ai été quelques années plus en pédopsychiatrie, santé mentale, jeunesse. Là. Puis qu'est-ce qui vous a fait, après ça, revenir ou quitter le milieu scolaire?
Ben, en fait, j'ai toujours fait OK. aussi du bureau privé à côté, toujours, même à la fin de mon doctorat. Là, à ce moment-là, le titre de psychothérapeute n'était pas encore réservé comme il est maintenant. Donc, j'avais commencé en terminant le doctorat de cette façon-là. Et, bon, ma fille étant maintenant Oui. plus autonome adolescente, le milieu scolaire, j'ai été là 11 ans, j'avais fait un peu le tour. Et en milieu scolaire, souvent, on a plusieurs écoles en 3 jours. J'avais 4 écoles, je me promenais beaucoup. J'étais un peu fatiguée de ça. J'avais envie d'être installée vraiment quelque part. Donc, j'ai choisi là, de quitter le milieu scolaire pour ne faire que du bureau privé. Mais aussi, mon projet, c'est ça, là, plus de psychologue, la psy en ligne. Là. La psy en La ligne, psy oui, en c'est ligne. ça que vous êtes en train encore C'est plus ça. de développer. Voilà. Vous avez nommé, souvent, on a de la misère à comprendre quelle est la différence entre un psychologue et une psychothérapeute. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux? Parce que là, vous êtes les deux. Vous dites, Oui, vous dites je peux psychologue, me bon, dire avec les votre deux. doctorat, Oui. mais vous développez aussi, vous avez une formation pour être psychothérapeute. C'est ça, oui. Quelle est la différence? Bien, c'est sûr que le psychologue doit avoir nécessairement fait son doctorat en psychologie et être membre de l'Ordre des psychologues Pour du pratiquer. Québec pour pratiquer. Mais il y a des gens, c'est sûr, qui ont un doctorat en psychologie et qui ne sont pas cliniciens. Par exemple, les professeurs à l'université, eux, ils peuvent ne pas voir du tout de clients, sont seulement professeurs. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, là, ça fait déjà plusieurs années, l'Ordre des psychologues chapeaute l'ordre des psychothérapeutes. Et à ce moment-là, pour être dans cet ordre-là, il faut être, par exemple, sexologue, conseiller en orientation, travailleur social, des métiers qui sont aussi en relation d'aide, mais la personne a quand même fait, je pense, c'est au moins une maîtrise, là, habituellement, et elle a fait vraiment une formation certifiée aussi en psychothérapie pour pouvoir être psychothérapeute reconnu. Reconnu, donc, oui, parce que c'est ça, il y a tout ça, parce que c'est très mélangeant. Les psychothérapeutes qu'on appelle souvent les psychologues à Saint-Saëns, comme on dit, là, des fois on va dire ça. Tu sais, qu'il y en a qui se proclament psychothérapeutes sans nécessairement avoir de formation, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Puis là, ben, à ce moment-là, ce que je comprends, c'est que maintenant, il y a l'Ordre des psychothérapeutes du Québec qui est chapeauté aussi, donc qui est pas très loin par l'Ordre des psychologues, justement, pour avoir un regard sur ce qui se fait. Exactement. Ça se passe bien. Exact. Donc là, ça l'a transféré plus vers les coachs maintenant. Oui. Parce que ça, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas... Non, les coachs de quelques ceci. associations, mais il n'y Oui. a pas d'ordre, donc c'est sûr Donc qu'il là, n'y a pas commence de, à regarder un peu sur les coachs. Là, il y a un petit peu... Je ne sais pas, là, à ce niveau-là. Mais c'est bien que c'est ça qu'il y a quand même une observation. Puis parce que vous avez été chercher une formation aussi en psychothérapie en lien avec un autre volet aussi à votre pratique, là, si je comprends bien. Bien, j'ai toujours continué, évidemment, la formation continue depuis toujours, mais j'ai fait, c'est ça, moi, je me suis intéressée, à la psychologie, psychothérapie positive et aussi à l'ACT, là, ACT, qui est en, ACT, c'est parce que c'est en anglais, mais c'est thérapie d'acceptation et d'engagement en français, qui est vraiment comme la troisième vague, là, au niveau de l'approche cognitive comportementale. Donc, je me suis formée avec Dr. Ross Harris, mais là, on était en plein printemps 2020, donc ça s'est fait. Il devait venir en juillet 2020 ici à Montréal, mais ça s'est fait en virtuel finalement. Donc, c'est ça, j'ai été formée avec lui à ce moment-là aussi pour l'intégrer dans ma pratique. Mais moi, j'ai une pratique intégrative, là. Donc, j'aime utiliser, j'ai été formée en cognitif comportemental, j'ai formé même en psychodynamique. Ma thèse de doctorat était plus d'approche psychodynamique. Je travaille avec les familles. Fait que moi, j'aime bien intégrer. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce qui fait cette particularité-là? Qu'est-ce que ça amène dans votre pratique, cette particularité-là, justement, cette formation-là que vous êtes allé chercher? Thérapie d'acceptation et d'engagement. Bien, ça amène les gens vraiment... c'est toute l'idée de prendre du recul par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions, mais aussi c'est de l'acceptation et d'engagement. Donc, c'est d'être dans l'acceptation de ce qu'on ressent, de regarder nos pensées. Hein, c'est ça, prendre un recul, une distance, plutôt que de se laisser envahir, mais sans les éviter non plus ou sans les fuir comme nos émotions. C'est important aussi de les accueillir, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Laisser une place, c'est qu'il y a beaucoup de vivre le moment présent, tout ce qui est être dans la conscience. Est-ce que c'est un lien avec un peu avec la PNL?
Non, pas du tout. nécessairement. Pas nécessairement. Plus la pleine conscience. Je dirais, tu sais, OK. la méditation Oui. pleine conscience, mais de la pleine conscience, dans le fond, c'est juste d'être présent. Tu sais, comme en ce moment, on se Oui. parle, on est vraiment consciente une Connecté, envers là, l'autre, ouais, connectée. ça- On n'est pas en train de faire Non. autre chose. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est d'être en pleine conscience, de reconnaître ce qu'on ressent, ce qu'on vit, de l'accepter, puis ensuite de s'engager par rapport à qui on est, nos valeurs, nos objectifs dans la vie, qu'est-ce qu'on aimerait changer comme comportement qui nous déplaît ou qui nous font souffrir dans nos relations. Fait que c'est un peu tout ça, là. Puis vous, en réalité, la psychologie intégrative, c'est comme ça que vous l'appelez. Qu'est-ce que ça vient faire de différent comme résultat chez les patients plutôt qu'une psychothérapie ordinaire, si on peut dire? Parce que là, c'est comme vous ajoutez un plus à vos... Bien, en fait, anciennement, les psychologues, psychothérapeutes étaient plus puristes dans leur approche. Donc, si on avait une approche psychodynamique, psychanalytique, entre autres avec les psychanalystes, bien, c'était vraiment cette approche-là. Si on était cognitif, comportemental, c'était uniquement cette approche-là. Maintenant, il y a de plus en plus de psychologues qui intègrent justement différentes approches, soit pour mieux comprendre la personnalité des clients ou, certains problèmes de santé mentale, certaines psychopathologies, mais aussi pour être capable d'intervenir dans l'action, parce que certaines approches qui sont moins dans l'action, il y en a qui le sont beaucoup de façon très directive, ce que moi, j'aime moins aussi. Donc, de mon côté, au niveau de une psychothérapie intégrative, c'est vraiment pour aller avec la personnalité puis les besoins du client. Il y a des gens qui ont des besoins très ponctuels à court terme, quand c'est réglé, quelques rencontres. Pour vivre une situation X dans leur vie. Ils s'arrêtent. Il y en a qui peuvent venir des années, là. Fait que ça dépend vraiment de leur personnalité, de leurs besoins. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer différentes approches au fil des années, là. Vous avez été 11 ans dans le milieu scolaire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez observé? Là, on est dans quelles années à peu près, là, votre 11 ans? En fait, j'ai démissionné en juin OK, donc 2022. c'est assez frais, J'avais là. pris une année sans solde pour être bien sûre de ma décision. Donc, ça va faire, mettons, comme 2 ans à la fin de l'année scolaire là, que j'ai arrêté de faire le scolaire. Qu'est-ce que vous avez remarqué à travers ces 11 ans-là? Est-ce que les enfants ont changé? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce qu'il y a eu une régression dans leur santé mentale, si on peut dire, dans leurs besoins psychologiques? Ben, j'ai le goût de dire, puis en même temps, j'aime pas avoir le dire, mais il n'y a pas nécessairement... il y a comme une régression, c'est-à-dire Oui. il y a de plus en plus d'enfants qui ont des Qui ont des problèmes besoins importants, qui ont des besoins psychologiques, mais ont des problèmes plus au niveau neuropsychologique, là, comme évidemment le fameux TDAH, les problèmes d'apprentissage, mais même au niveau du TSA, là, le trouble du spectre Oui. de l'autisme, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Ben, j'ai l'impression, je pense que non, les statistiques ressortent dans Oui. ce sens-là aussi. Donc, il y a de plus en plus d'enfants problématiques qu'on retrouve en classe régulière, surtout chez les tout-petits, maternelle, première, deuxième année, avant des fois qu'il y ait des diagnostics de poser. Et évidemment, nos enseignants, nos enseignantes au primaire principalement, sont vraiment débordés et surchargés. C'est le cas de le dire, là, avec ces enfants-là, quand on se retrouve avec la moitié de la classe ou presque, il y a un plan d'intervention, qu'il y a une médication, qu'il y a des choses à mettre en place de particulier pour l'élève, c'est énorme pour les enseignantes. Ça serait dû à quoi? Parce que naturellement, si on recule dans ma génération à moi, je pense que tu es un petit peu plus jeune que moi, mais donc la façon dont on éduquait nos enfants versus aujourd'hui, là, on a parlé de la vague des enfants rois qui sont devenus des parents rois. Là, on est dans une autre aussi mode d'éducation où on dit à l'enfant, bien, on veut que tu sois bien, puis on veut que tu te sentes bien, puis comment toi tu te représentes, puis etc. Est-ce qu'on s'en va sur la bonne voie avec ça ou pourquoi il y en a plus que dans notre temps? Est-ce qu'il y en avait autant des TDAH, mais qui n'étaient pas diagnostiqués? Là, ça, je pense que oui. Là, c'est un domaine que je connais bien. Donc, je sais qu'il y en a de plus. Il y en avait quand même beaucoup avant, mais c'est qu'ils n'étaient pas. C'est le petit tannant qui était près de l'enseignante. Ouais. Puis on disait que c'est le petit tannant. On va lui donner une coupe de coups de règle ses doigts, puis ça réglait le problème. Des fois. Donc, mais là, ils sont diagnostiqués. On peut mettre un nom sur leurs troubles, sur leurs besoins. Il y a cette affaire, il y a cet aspect-là, mais effectivement, comme vous le dites, moi aussi, je le vois que, les QV changent d'une génération à l'autre. Moi, j'ai une fille de 25, j'ai un garçon de 17, et déjà, il y a une grande différence entre les deux. La génération des 20 ans, la génération anxieuse. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que, veut pas, on n'a pas le choix. Il faut se mettre les yeux à la place des trous puis se dire, les parents de ces enfants-là, j'en suis une, j'ai pas peur d'en parler. On a fait quelque chose où on a manqué, là. Moi, il faut se parler, là. C'est nous qui avons éduqué ces enfants-là. Oui. On n'a pas fait que des bonnes choses ni des mauvaises choses, mais il y a quelque chose qui fait en sorte parce qu'ils auraient tout pour être moins anxieux oui, que ma génération à moi.
Bien, c'est sûr. Bon, on ne se cachera pas que les dernières années, je pense que le taux d'anxiété et de dépression a quand même énormément augmenté dans la population générale, mais encore plus chez nos jeunes, parce que je pense que ce sont eux. On met les personnes âgées de côté, là, ce sont eux qui en ont le plus souffert parce qu'ils étaient à un âge où on sort, où on voyage, on socialise, on a un premier amoureux, une première amoureuse. Et là, pendant plusieurs mois, c'est pas années, c'était plus possible. Donc, c'est sûr que ça a augmenté beaucoup l'anxiété et même la dépression. Je sais que au niveau des antidépresseurs, ça a énormément augmenté, même chez les enfants d'âge du primaire, c'est ça. Donc, ça, il y a ça. Mais je pense qu'il y avait quand même déjà un petit front anxieux chez plusieurs qui étaient là avant. Ça l'a juste fait sortir avant 2020, davantage. C'est ça. Je pense que c'est un concours de circonstances, probablement. C'est sûr qu'aujourd'hui, les parents sont souvent très occupés avec le travail, la maison, les enfants, il y a les loisirs. On essaie d'être un peu parents parfaits, on veut combler tous les besoins, mais des fois, c'est peut-être un petit peu trop. Hein? Les enfants n'ont pas besoin d'avoir des agendas de premier ministre avec 5 cours parascolaires en plus de l'école, par exemple. Et c'est bon aussi que les enfants s'ennuient, je serais portée à dire, pour qu'il y ait de la place pour le désir, la créativité, l'imaginaire. Ça, je pense que c'est excessivement important. Puis il y a beaucoup d'enfants qui développent peu ça parce que les parents sont là autour à essayer de les animer, de les occuper, de faire toujours des activités, mais c'est pas nécessaire. Parce que pour développer la créativité, l'imagination, il faut s'ennuyer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on crée, qu'on découvre des choses. On décide de prendre son temps en main puis de dire, qu'est-ce que je fais? Là, ça fait 1 heure, je m'ennuie. Je veux pas m'ennuyer. Je sais ce que c'est que l'ennui. Il faut vivre l'ennui pour être capable de développer quelque chose pour contrer l'ennui. C'est ça. Fait que ça, c'est une première chose. Les parents sont peut-être plus protecteurs aujourd'hui, hein, si on se ramène justement à notre génération avant, quand l'enseignante, il y avait un avertissement ou quelque chose, ben là, les parents, eux aussi, mettaient leur punition. Puis maintenant, il y a beaucoup de parents qui vont aller comme... Engueuler l'enseignante. Engueuler l'enseignante, se fâcher plutôt que donner l'autorité à l'enseignante à l'école. En plus, bon, ça, c'est vraiment, je suis certaine, un côté que vous connaissez bien, hein, de ce côté-là. Donc, il y a ça aussi. L'anxiété, là, ça vient souvent avec un manque de repères, un manque de balises, de la confusion, de l'ambivalence de la part des parents. Hein? Donc, chaque fois qu'on ne se sent pas bien encadré dans une routine, on sait combien les enfants, puis même les adolescents, ils ne le disent pas, mais ils en ont besoin de cette routine-là. C'est vraiment important. Donc, c'est ça. Moins il y en a, ou plus il y a de la surprotection, parce que dans le fond, c'est quoi le message qu'on envoie à un enfant quand le parent est surprotecteur? C'est, toi, tu n'es pas capable de faire face, hein, tu n'es pas capable de te débrouiller, tu peux pas, moi, je dois le faire à ta place. C'est le message qui est envoyé avec l'enfant, il entend ça. De la même façon, je sais pas moi, les enfants qui dorment avec leurs parents, mais jusqu'à 5, 6, 7 ans, c'est la même chose. On leur envoie le message que c'est dangereux toute seule la nuit. Viens dormir avec nous. On peut pas. Il faut que je te protège. C'est ça. Fait que je pense peut-être une partie de ça. C'est sûr qu'il y a une partie de l'anxiété qui est quand même plus génétique, héréditaire. Donc, si les parents ou les grands-parents, souvent, les moi, oncles, je les vois tantes... les parents qui me disent être très anxieuse, mais le parent est souvent plus anxieux que l'enfant. Exactement. Fait qu'il y a toute cette partie-là aussi que là, comme parents, comme adultes, on doit, nous, apprendre à gérer de notre côté. Fait que c'est ça. C'est important d'écouter l'anxiété que l'enfant nous exprime, mais pas trop. Dans le sens, il faut aussi être ferme puis mettre les balises, dire « OK, là, je t'ai entendu, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment on peut t'aider? » Que ce soit par des façons là, de gérer l'anxiété ou des solutions à d'autres problématiques qui amènent l'anxiété, peu importe. Mais il ne faut pas être trop... C'est comme dans la victime, moi, que j'appelle. Oui. C'est ça. De mettre l'enfant en position comme de victime ou d'aide qui n'est pas capable de fonctionner. Vous avez été en milieu scolaire longtemps. Qu'est-ce que ça fait plus précisément une psychologue scolaire, contrairement à une psychologue qu'on va justement consulter à domicile? Quel est le mandat d'un psychologue scolaire? C'est beaucoup d'évaluation cognitive et de déficit de l'attention, bien sûr. Ça peut être l'évaluation de difficultés d'apprentissage les dérogations aussi, j'imagine. Pas tant. Non, souvent, c'est pas les écoles qui vont demander ça. À 4 ans, par exemple, ça se fait un petit peu plus tôt quand l'enfant est encore à la garderie, fait que ça, c'est plus rare. Mais c'était vraiment beaucoup des demandes d'évaluation parce qu'un enfant est en échec.
Fait que dépister, même diagnostiquer, je dirais. Donc, évidemment, des fois, on découvre aussi des problématiques langagières là, à travers les tests qu'on fait, comme le WISC 5 maintenant. Ça ressort, ça des problématiques langagières, problématiques de dysfonction non-verbale aussi, syndrome de dysfonction non-verbale, ça ressort. Donc, à partir de là, même si ça, on ne peut pas nécessairement nous diagnostiquer, mais là, on va référer soit en orthophonie, soit vers un neuropsychologue ou même le médecin, neurologue, etc., dépendant de la problématique, là. Mais c'est beaucoup de ça. Moi, vers les dernières années, du moins, mais ça dépend des écoles, des commissions scolaires, mais mon coordonnateur, il me permettait de prendre quelques cas de psychothérapie quand même. Okay. Fait que ça, il me permettait de faire ça, mais c'était plus vers les dernières années. Ça, c'est plus au primaire. C'est sûr qu'au secondaire, ça peut être différent. Puis s'il y a un psychologue qui a vraiment son bureau dans l'école secondaire qui est vraiment très présent, ben là, on a plus des adolescents qui viennent, comme on dit, tu sais, cogner à la porte, là. Pour venir parler, là. Pour venir parler. Confier. Donc là, ça, c'est un peu différent, le rôle du psychologue ça doit être le au fun secondaire. pour un psychologue, quand même, d'être en milieu scolaire puis de voir des ados quand justement, tu priorises la clientèle. Oui, on est un petit peu plus dans le clinique à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'au primaire, puis comme on a souvent plusieurs écoles, on se promène entre les écoles, c'est quand même principalement... Beaucoup de dépistage. Donc, on voit l'élève, on voit qu'il y a possiblement un trouble de TDAH, puis après ça, on le revoit plus ou moins après. Là, on est plus dans l'évaluation. Après, on est dans la référence. Puis bon, bien évidemment, on est un support aussi pour l'équipe école. On a des rencontres multidisciplinaires, là, au moins une fois par mois par école. Des fois, ça peut être 2, là, ça dépend des écoles, des besoins. Mais c'est sûr qu'on est là pour accompagner, pour donner des stratégies là, aux enseignants, à la direction et tout ça. Là. Puis vous avez continué à faire votre clinique privée et là, vous avez été amené. Comment le fait de la charge mentale est arrivé dans votre vie, de vous spécialiser là-dedans, puis d'être interpellé davantage dans votre pratique en lien avec la charge mentale? Bien, en fait, c'est sûr que moi, comme femme et comme personne, j'en ai déjà vécu, mais il y a quand même plusieurs années. C'était même, je dirais, avant d'avoir ma fille là, qui a 14 ans, donc ça fait déjà plusieurs années, où je me suis retrouvée dans une situation à ce moment-là où j'étais une belle maman. On avait à temps plein là, les enfants de mon conjoint de l'époque, là, qui est le père de ma fille. Là. Donc, on les avait à temps plein. Je terminais mon doctorat, je travaillais à temps plein. Il y avait beaucoup de choses en même temps. Puis là, un moment donné, je sentais l'épuisement arrivé, puis la larme à l'œil facile. Puis là, j'ai dit non, tu sais, je veux pas aller vers là. On en parlait peu à ce moment-là, parce que ça fait longtemps que ça existe. On parlait pas, c'est ça, on n'en parlait pas à ce moment-là. Le concept existait, mais on n'en parlait pas du tout là, à ce moment-là. Donc, mais bon, j'ai fait ce qu'il fallait moi-même à ce moment-là, donc consulter, parce que je pense que comme psychologue, c'est important que nous-mêmes, on consulte si on en a besoin, mais aussi pour bien se connaître, tout simplement, apprendre à très bien se connaître. Oui, parce qu'on peut aller voir un psychologue, pas nécessairement parce qu'on a de graves problèmes. Exactement. C'est pour aller en profondeur de soi. Tout à fait, en croissance personnelle davantage, puis bien se connaître. Mais quand on est psychologue, c'est important de bien se connaître par rapport à l'autre, parce que toute la question de transfert, contre-transfert et tout ce qui peut se passer. Pas faire de l'empathie, de la sympathie, pas de l'empathie, ou pas de sympathie, de l'empathie, en tout cas. Exactement, l'empathie. L'empathie, il faut faire. Donc, fait qu'ensuite, j'ai mis les choses en place. Puis comme je disais tout à l'heure, j'ai changé d'emploi quand j'ai eu ma fille. Tu sais, premièrement, j'avais pris une deuxième année de congé sans solde du CLSC où j'étais à ce moment-là, qui était à Saint-Eustache. Puis Terrebonne-Saint-Eustache, la 640, il y avait des travaux épouvantables. Fait que c'est pour ça que je me suis rapprochée. Donc, là, à ce moment-là, c'était vraiment plus un horaire en scolaire de jour. Mais j'ai jamais été à temps plein parce que pour moi, c'était important là, de faire du bureau privé. Fait que j'avais pris, c'est ça, une deuxième année de congé de maternité où je faisais juste du bureau privé, là, quelques jours semaine, jusqu'à temps que ma fille rentre à la garderie. Là, heureusement, j'ai des parents, de très bons grands-parents qui m'ont aidée à ce moment-là en la gardant, là, quelques heures par semaine aussi, ça l'a aidé. Puis c'est ça, fait que j'ai organisé mon horaire pour faire les choses autrement. À ce moment-là, c'est sûr que le doctorat était terminé aussi, donc la thèse, ce qui est la plus demandante, c'était terminé, ça aussi, ça aidait. Puis je laissais plus de place aussi comme au loisir, tu sais, avoir des soupers d'amis de filles. Puis même, moi, j'adore voyager, fait qu'à ce moment-là, j'avais pris l'opportunité d'être conseillère en voyage comme agente extérieure, mais tu sais, vraiment pour famille, amis, collègues. C'était vraiment un loisir pour moi d'organiser les voyages pour les gens et pour moi-même, là. Fait que, tu sais, je faisais
autre chose que juste travailler comme psychologue ou, tu sais, juste être maman ou conjointe, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça. Fait que ça, c'est, tu sais, pour mon histoire à moi. Puis comme je disais, ça faisait quelques années, là, que je voulais, tu sais, peut-être partir quelque chose en ligne. Je voyais que ça arrivait de plus en plus. 2015-2016, je voyais des gens qui partaient des choses, puis ça avait l'air à bien fonctionner. Puis évidemment, ça permet d'aider beaucoup plus de monde avec un accompagnement, un programme en ligne que juste un dans un bureau. Mais je savais pas trop sur quoi faire ça. Puis en 2017, je pense qu'il y a la bande dessinée de Emma, hein, une Française, là, qui a été virale, mais vraiment, là, je pense que la plupart des femmes ont dû voir La cette charge bande dessinée mentale. sur la charge mentale. Fait que là, ça m'a commencé à m'allumer des cloches. Puis là, j'ai vu qu'il y a des choses qui apparaissaelle. Il y a Dr. Aurélia Schneider aussi qui fait, je pense, pas mal un des premiers livres là, sur comment diminuer la charge mentale des femmes. Puis elle disait, et des hommes aussi, parce que, bon, on sait que c'est à peu près 85 des familles, des foyers où c'est la femme qui la porte, la charge mentale. Il faut pas oublier les 15 là. Mais il y a quand même un 15 où Oui. c'est les papas, les hommes. Fait que j'ai commencé à m'intéresser. Il n'y avait pas tant de choses. Ça, c'est en fait en 2020, quand est arrivé, ben, c'est ça, la pandémie, premier confinement. Là, j'avais du temps parce que moi, le scolaire était fermé, hein, puis il n'a pas réouvert avant septembre ici dans le Grand Montréal. Donc, j'avais plus de temps. Là. J'avais quelques clients en privé que je voyais en virtuel. Là, tout d'un coup, ça, c'était une nouveauté aussi. Puis, c'est ça. Puis là, je suis tombée sur un programme là, pour construire son programme en ligne. Et puis, je me suis inscrite. Puis là, j'ai comme commencé à monter ça, puis à m'intéresser. Puis là, c'est ça fait déjà 3 ans, mais bon, quand on travaille à temps plein et tout, j'aime mieux justement aménager quand même ma charge mentale, y aller tranquillement. Puis, mais là, ça devrait sortir bientôt en juin. Là, je prévois enfin faire le lancement du programme. Mais c'est venu comme ça, dans le fond. Puis, à travers le temps, il y a d'autres livres qui sont sortis. Il y a des gens qui en ont de plus en plus parlé dans les médias sociaux, évidemment. Fait que j'ai dit, je pense que c'est un bon sujet dont on parlait pas tant non plus. En tout cas, il y a 3 ans, en 2020, ils ont commencé surtout à en parler. Là, vous en suivez des femmes, des patientes, des clientes qui vivent la charge mentale? Vous les accompagnez là-dedans? Bien, évidemment, depuis toujours, Oui. depuis que je fais du bureau privé, Oui, là, ça fait 21 ans que je vois des femmes qui sont prises là-dedans, mais à ce moment-là, on n'avait pas ce terme-là. Mais j'en ai vu tellement des femmes qui étaient soit déjà en arrêt de travail pour épuisement, pour dépression, soit tout près de le devenir s'ils n'allaient pas consulter. Donc, j'en ai vu des femmes à devoir conjuguer, là, c'est ça, famille, travail, conjoint, maison. Je dirais que c'est pas mal la majorité de ma clientèle, du moins d'adultes féminines. Là. C'est sûr que je vois quand même des hommes, des ados, des enfants, mais une bonne partie, ça a été ça. Pour celles ou ceux qui vivent, quels sont les signes avant-coureurs d'une surcharge mentale? Oui, bien, ça va être vraiment quand on voit plus le bout, tu sais, de notre to-do list, là, qu'elle ne se termine jamais, c'est à l'infini, puis que là, on se sent envahi, tu sais, d'un sentiment d'impuissance qu'on n'y arrivera pas. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, plus c'est fort, plus on risque de voir les mêmes symptômes qu'on voit un peu dans l'épuisement ou la dépression, c'est-à-dire qu'on se met à faire de l'insomnie, donc fatigué, épuisé le jour. Après ça, des fois, l'espèce de brouillard mental qui arrive, qui amène des difficultés d'attention, de concentration, des difficultés de mémoire. Ça peut être des douleurs plus psychosomatiques, maux de tête, maux d'estomac, des nausées et tout ça. C'est vraiment l'impression de courir constamment, de ne plus avoir de temps pour soi, ni même des fois pour sa famille, ni pour les relations sociales, rien. Qu'on est comme juste dans une roue qui tourne, hein, le petit hamster, là, puis c'est ça, la nuit, le petit hamster continue, donc on ne dort pas. Fait que je pense pas mal les symptômes avant-coureurs, là, ça se passe autant au niveau cognitif qu'émotionnel que même physique là, dans les douleurs symptômes psychosomatiques. Qu'est-ce qui fait que les femmes ou les hommes qui vivent ça se rendent jusque-là, selon vous? De votre regard, il doit y avoir quelques traits de particularité de ces gens-là qui se rendent jusque-là. Oui. Bien, c'est sûr, les gens qui sont très perfectionnistes, hein, qui aiment que tout soit bien fait, que tout soit parfait, autant à la maison qu'au travail. Alors, eux, ils partent comme en bas de zéro par rapport à la charge mentale. Ils sont très prédisposés à la charge mentale. Exactement. Tout ce qui est perfectionnisme, très minutieux, qu'on veut que tout soit parfait. Les gens qui craignent beaucoup le regard, le jugement des autres, c'est ça, qui veulent être bien, qui ne veulent pas décevoir. Les gens qui ont beaucoup de difficultés à s'affirmer, à mettre leurs limites, à dire non. Hein? Le voisin, le beau-frère, la grand-mère,
partenaire demande un service, on est incapable de dire oui. Des fois, on va dire non à nos propres affaires, que tout est en retard chez nous parce qu'on va aider tout le monde autour. Mais là, c'est pas mieux. Ça amène d'autres problématiques. Ça peut amener des conflits conjugaux, ça peut amener toutes sortes de choses. Fait que je dirais que c'est pas mal les traits des gens qui vivent beaucoup de culpabilité, qui se culpabilisent de ne pas être assez là ou d'être trop là, puis qui ont peu d'autocompassion, de bienveillance envers soi, là, qui se jugent très, très, très sévèrement, qui sont très exigeants envers eux. Ça va peut-être un peu avec le perfectionnisme aussi, mais c'est toutes des caractéristiques qui prédisposent à vivre non seulement la charge mentale, parce qu'on en vit tous à un moment ou à un autre, mais à aller à la surcharge mentale elle, devient vraiment plus problématique. C'est un peu paradoxal parce qu'on prône beaucoup, tu sais, naturellement, la charge mentale, c'est devenu à la mode, on en parle beaucoup, ça existe, c'est là, mais le terme est devenu, puis c'est parfait qu'on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup aussi de bienveillance envers les autres. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on parle rarement de la bienveillance envers soi. Hein? On dit toujours charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas d'hier que cet adage-là existe, mais on parle beaucoup de bienveillance puis d'aller vers les autres. Alors, ces gens-là qui sont prédisposés à avoir une charge mentale ou qui sont déjà sur le bord du précipice, d'être incités à cette bienveillance-là envers les autres, ça peut les faire justement basculer. Oui, tout à fait, parce que là, ça va dans une pression ce que je disais de plus. tout à l'heure, d'aider les autres, d'être là pour accompagner, pour donner du support et tout ça. Mais oui, effectivement, ça commence par soi-même. Hein. Si nous, on est en train de tomber, puis on s'épuise, on est près de la dépression, bien, on ne sera plus en mesure d'aider les autres de toute façon. C'est comme dans l'avion, ils disent, tu mets ton masque à toi, puis après ça, tu le mets à l'autre. C'est vraiment ça. Oui, c'est le cas de le dire. C'est une belle image. Quelqu'un qui pense, qui nous écoute et qui nous regarde, puis qui dit, bien, écoute, moi, je pense que ça est en train vraiment de décrire ce que je vis. Ça serait quoi les premiers signes, les premières choses que cette personne-là peut faire, que cette maman-là ou ce papa-là peut faire? Bien, je pense que c'est de s'arrêter, puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis à partir de là, ça peut même être là, de noter tout ce qu'on a sur nos épaules, justement, comme charge, toutes les responsabilités qu'on a. Peut-être plus à la maison, là, au travail, bien, on peut le faire au travail, mais là, je parle plus à la maison pour pouvoir déléguer, mais déléguer vraiment. C'est-à-dire que quand on délègue, par exemple, à nos conjoints ou à nos enfants, là, selon leur âge, le stade de développement, mais une fois qu'on a délégué, ça n'existe plus dans notre esprit. Si on délègue la partie, je ne sais pas moi, repas, bien, on délègue au conjoint, il s'organise avec le menu, l'épicerie, les repas, on délègue, on peut l'aider, ça nous tente. On ne fait pas d'ingérence. Exactement. On n'est pas dans la surveillance et le contrôle, parce que là, on n'a pas vraiment délégué. Sinon, garde ta charge mentale. C'est ça. C'est un deal. Exactement. On délègue complètement, on lâche prise sur comment ça va être fait. Là, je reviens à mon exemple des repas, mais ça pourrait être le ménage, le lavage, n'importe quoi. Puis ça sera fait à sa façon, à l'autre. Puis c'est, tu sais, puis pas dans les temps qu'on pensait. C'est ça. C'est correct. Fait qu'on s'occupe de soi pendant ce temps-là qu'on vient de gagner. À faire des activités qu'on apprécie, soit qui nous énergisent ou qui nous reposent aussi, là, un ou l'autre. Mais je pense que ça serait vraiment un premier pas, là, de ne pas tout garder. Parce que la plupart des hommes, des conjoints, ils sont là pour aider, ils veulent aider. Mais souvent, il y a une espèce de petit contrôle. La germaine qui sort, hein? Puis, exactement. On veut pas faire mais c'est un cas, on veut contrôler parce que ça, quelque part, les femmes qui vivent la charge mentale, souvent, bien, se sont appropriées, ont décidé de prendre le terrain, on leur a laissé ça aussi, hein? Ça fait partie aussi de nos mœurs et coutumes, si on peut dire, la femme qui s'occupe de la maison, tout ça. Là, les femmes sont parties travailler, mais elles ont continué à garder donc, excusez-moi, de chiffre de jour, chiffre de soir, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, puis là, ça serait de démystifier tout ça et de laisser à la femme le droit de laisser justement son conjoint prendre, tu sais, l'épicerie, d'autres tâches, le ménage. Mais de le prendre comme complètement, comme je disais tantôt, c'est ça. Pleine gestion, là. Pas juste dire, occupe-toi de ça, mais je vais dire comment, non, on fait pas ça de même. Non, va porter ça. Non, mais là, il est trop tard, il aurait fallu qu'il mange à 6h30. Là, c'est ça, là. Il faut le faire différemment. Oui. Donc, c'est de penser à soi aussi. Oui, à ses besoins aussi. Selon ses valeurs, je pense que ça, c'est un exercice que je fais vraiment très souvent faire à mes clientes. C'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leurs besoins, leurs priorités dans la vie. Puis même quand ça va plus ou moins bien dans leur couple,
je suggère de le faire même à la maison, de proposer aussi au conjoint de le faire en même temps pour voir les différences. Des fois, c'est quand même important au niveau des valeurs et des besoins et tout ça. Donc, ça ne regarde pas bien pour la suite. C'est trop différent, non, peut-être pas. Mais c'est important, on ne peut pas toujours vivre en fonction de nos besoins et nos valeurs, c'est certain, mais c'est important d'être le plus possible aligné par rapport à ça quand même. Sinon, c'est là qu'on tombe en déséquilibre puis qu'on est comme à peu près plus jamais satisfait dans notre vie puis qu'il s'ensuit tous les symptômes dont on parlait tout à l'heure, là. C'est important de se réserver du temps, que ce soit pour des activités, des loisirs, mais ça peut être, c'est ça, un souper de filles, souper d'amis, souper de famille, peu importe, mais un endroit où on décroche de toutes nos responsabilités, de toutes nos tâches à faire, que ce soit celle du travail ou de la maison des enfants, mais où on a du plaisir, où on rit. Ou sinon, ça peut être en solitude. Là. Il y a des gens plus solitaires qui ont besoin de se ressourcer par les arts, par le sport, la lecture. Peu importe, si la personne, c'est une passion de faire de la cuisine, c'est bien correct. On peut vivre cette passion-là de faire de la cuisine, mais que ça ne soit plus juste une obligation. On le fait aussi parce qu'on aime ça. Je pense que c'est important d'avoir ces moments-là. Là. Puis les hommes, comme vous dites, c'est un petit 15 % mais est-ce que ça doit être plus difficile pour les hommes qui souvent se voient avec l'image de pourvoyeur, ça peut pas flancher parce que c'est les chefs de famille, toute l'image qu'on met, donc d'avouer une surcharge mentale, ça doit être différent d'accompagner. Est-ce que c'est un peu différent d'accompagner les hommes que les femmes? Y a-t-il un travail comme supplémentaire ou un peu différent d'approche avec les hommes? Déjà, je serais portée, dans un premier temps, à dire que les hommes vont la vivre, la surcharge mentale, plus au travail, souvent, ceux qui ont des postes de gestion, de direction, etc. Oui. C'est sûr qu'ils la vivent beaucoup plus là qu'à la maison. Sinon, mais c'est sûr que moi, comme j'ai dit tantôt, je vois quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais j'en vois quelques-uns, puis peut-être un peu plus à travers les années, depuis 20 ans. Il y en a peut-être un peu plus qui consultent maintenant. Mais c'est sûr, ceux qui viennent me consulter, c'est qu'ils sont déjà ouverts à accepter qu'ils sont plus fragiles, qui sont épuisés, que ça va pas bien, qui sont en dépression, qui sont anxieux, peu importe, ils sont quand même déjà ouverts parce que là, ils choisissent de consulter. C'est pas nécessairement la majorité des hommes qui sont ouverts à le faire avec moi. Je vois ceux qui sont prêts à le faire, à dire là, je m'arrête, ça va pas, je dois faire quelque chose pour aller mieux. Donc, c'est ça. Les autres, je les vois pas. mais déjà d'en parler aujourd'hui, puis de le nommer, puis de dire que oui, ça existe des hommes en charge mentale, donc qui vivent une charge mentale et qui, des fois, elles sont un petit peu différentes, mais ça demeure quand même une charge mentale. Oui. Donc, vous avez décidé vraiment de vous spécialiser là-dedans, principalement pour la charge mentale, j'imagine, comme vous dites, pour les... pour ce que je fais en ligne, là, c'est ça. Pour ce que je fais en ligne, j'ai vraiment décidé de me spécialiser, là, comme on dit, ma niche. Oui. c'est vraiment plus la charge mentale pour tout ce qui est plus accompagnement en ligne, le podcast, chaîne YouTube, etc. C'est sûr que dans le bureau, je continue même à avoir des enfants, faire un petit peu d'évaluation, pas beaucoup, un petit peu, quelques enfants, mais je vois adolescents, jeunes adultes, je continue à avoir un peu de tout parce que je trouve ça intéressant quand même que ça soit diversifié. Oui, tout à fait, mais c'est plus pour tout ce qui se fait en ligne, là, que c'est la spécialité. Que vous avez fait une spécialité pour répondre justement en ligne à ces gens-là. Alors, nous revenons en deuxième partie avec la psychologue Christine Pagé.